avez été nombreux à nous avoir écrit sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Votre émission Gap Culture est de retour désormais sous un nouveau format, Gap Culture grand format pour un 52 minutes. Et donc, Bolwani à tous, merci de nous regarder sur Gabon Première. Nous vous laissons de suite en compagnie d'une nouvelle chronique qui n'est autre que Diaspo Culture. Vous regardez Gap Culture et à présent nous recevons Morgane Barès avec qui nous allons parler de Diaspo Culture. Morgane, Mbolo, Jennifer, la africaine de chez nous, ouais. Voilà. Alors comment va? Ça va super cool, c'est déjà pas facile d'avoir les informations du continent africain, mais on en trouve quand même de bonnes pour les téléspectateurs de Gabon Première. Alors c'est vrai qu'on a parlé aujourd'hui du Burkina Faso avec le FESPACO, mais également du Ponto Urban. Vous revenez fraîchement de Pointe-Noire et il y aura également le Maroc qui sera mis en avant, c'est le Visa for Music. Mais on commence par de suite le FESPACO. Le FESPACO, justement le FESPACO, c'était la 26e édition du Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Comme ça s'est déroulé du 23 février au 2 mars 2019 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il faut dire que c'est un festival qui aujourd'hui bat son plein sur le continent. C'est le festival qui arrive à primer les acteurs du cinéma et tous ceux qui travaillent, tous les métiers qui gravitent autour du cinéma. Voilà, le 7e art comme on l'appelle. Alors pour le Gabon, on avait deux candidats qui ont participé à deux catégories. Naturellement, on avait le film Afiti de Wilfried Ombamba, qui est lui en catégorie court-métrage fiction. Alors malheureusement, ou bien heureusement pour lui, parce qu'il allait s'exposer, c'était déjà ça l'objectif premier, d'aller exposer le Gabon, de se faire connaître, voilà, puisqu'il a été nominé dans une catégorie, c'est déjà ça le plus grand bien de ce festival aussi, de présenter au monde, parce qu'il faut dire que ça se fait sur le continent africain, mais c'est le monde qui regarde justement ce festival. Et il y en avait également le film Le combat d'une vie de Zavienne Mariela Mukasa, qui elle a boxé, sinon a lutté dans la catégorie film école, parce qu'il faut rappeler qu'elle est encore à l'Antique, donc du coup elle est allée pour le compte de cette structure, mais elle était accompagnée de la délégation gabonaise menée par le président, sinon le directeur général du CNACI. Voilà. Donc du coup, c'était cette délégation qui allait représenter le Gabon sur ce festival. Il faut dire que c'est aujourd'hui une fierté. Et pour la petite surprise, on a eu Serge Abessolo qui a été primé à la Celebrity Days. C'est un festival, c'est un prix qu'on remet aux célébrités qui ne sont pas en compétition, mais qui ont marqué l'histoire du cinéma africain, parce qu'il faut dire quand même que Serge Abessolo, c'est une belle figure du cinéma africain. Aujourd'hui, il a tourné quasiment partout en Afrique, donc c'était ce prix qu'on lui a remis pour la Celebrity Days. Et on rappelle également que Serge Abessolo a présenté son film Si loin, si près, et on aura la possibilité bien sûr de la voir dans cette émission, tout le long de l'émission, rassurez-vous. Mais on parle d'autre chose, vous avez terminé avec le FESPACO? Le FESPACO, ça va, c'était déjà une belle aventure. Voilà, coucou à toutes les personnes qui ont eu un prix là-bas. Il faut dire que c'est la valorisation du métier du cinéma en Afrique et partout dans le monde. C'était une belle aventure, crois-moi. Vous savez, j'aime beaucoup le Burkina parce que c'est un pays qui n'a pas comme nous le pétrole. Ils n'ont pas la moitié des richesses du Gabon, mais ils ont ce mine, j'ai envie de dire, cette richesse. Ils aiment tellement le 7e art que c'est un pays qu'on a envie de... C'est justement ça, ils ont su se diversifier et rentabiliser dans ce domaine-là, parce qu'il faut dire que c'est un grand pays de culture, le Burkina Faso. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur. D'abord, c'est un pays que j'aime bien parce qu'il est atypique. C'est un pays où il y a 3 pluies durant toute l'année. 3 pluies uniquement. 3 pluies. Génial, Et donc cette fois-ci, on va parler d'autre chose, on change de cap, on va parler de Ponto Urban Week. Le Ponto Urban Week, justement, c'était du 6 au 10 mars récemment là, donc du coup on était à Pointe-Noire, dans la magnifique ville de Pointe-Noire, pour aller parler du Ponto Urban Week. C'est un festival qui est à sa 2e édition. D'accord, c'est un festival qui se fait chaque année. Donc c'était la 2e édition et là-bas on est allé pour le sujet hip-hop participatif. Donc du coup on a eu plusieurs ateliers. Donc j'ai défendu un atelier, l'atelier sur la radio. Il fallait initier les jeunes à se donner, à s'approprier les métiers de la radio, de la communication, il faut le dire, parce qu'on est allé sur comment écrire un synopsis, comment présenter une émission,
l'émission, comment tenir le micro. Voilà, on était un peu dans cette dynamique de former les jeunes. Alors c'est un festival que je trouve assez bien parce qu'on a pu lire dans les visages et sur les regards des gens qui ont participé, l'envie d'apprendre et l'envie de développer la culture. Encore, on parle d'une culture jeune, la culture du hip-hop. C'est une histoire qui se trame depuis belle lurette sur le continent africain, mais qui n'a pas encore trouvé son plein fouet sur le continent, parce qu'aujourd'hui, le hip-hop est considéré comme une culture des bandits. Voilà, sauf que c'est une culture qui a beaucoup de valeur, c'est une culture qui sait assagir les gens. On parle de DJing, aujourd'hui on va en soirée, on va dans les mariages et autres, on a besoin d'un DJ. On parle d'artistes rappeurs ou R&B, c'est du hip-hop. On va à des soirées, on en a besoin. On parle justement d'informations en radio, en télé, de culture et autres. C'est ça le hip-hop en fait. Donc du coup on était sur cet événement et il y a eu beaucoup de motivation, et c'était bien parce que le Gabon était valablement représenté déjà par ma personne, par ma présence là-bas, et celle de Rod Zeng qui est allé lui défendre les couleurs du Gabon, parce que c'était aussi un gros concert, et en même temps il a imposé un concept à Pointe-Noire à celui qui amène à dire il faut que ça rappe. Donc désormais quand tu croises un pontonégrin, parce que c'est comme ça qu'on les appelle les pontonégrins, il va forcément te dire, quand tu dis tu es du Gabon, ouais, il va te dire ah ok, il faut que ça rappe alors, parce que c'est comme ça qu'ils prennent les choses désormais, et c'est ça la magie. C'était ça aussi, c'était des échanges avec beaucoup de professionnels qui sont arrivés sur la ville de Pointe-Noire pour parler justement du Ponton Urban Week. D'accord, et pour finir, Diaspo Art, j'ai envie de dire Diaspo Culture. Diaspo Culture. Et donc pour finir avec Diaspo Culture, on va s'intéresser cette fois-ci au Visa for Music. Le Visa for Music, le premier salon de musique d'Afrique et du Moyen-Orient qui se déroule au Maroc. On était déjà l'année dernière avec Jennifer qui a tenu les rênes. Oui. Voilà, donc du coup, pour cette année, on vient juste à peine de lancer les appels à candidature pour les artistes. D'accord, il faut dire que c'est un festival qui se tient en novembre. Donc cette année, ce sera encore du 20 au 24 novembre, j'y arrive, voilà. Donc du 20 au 24 novembre dans la ville de Rabat, au Maroc. Donc du coup, ce sera un festival qui va réunir 24 groupes, sinon 24 troupes d'artistes pour seulement quelques élus qui prendront part au showcase et à tous les événements autour du festival. Et donc comme chaque année, les Gabonais ont la possibilité de pouvoir postuler pour prendre part au showcase, mais surtout à ce grand événement au niveau donc, du Visa for Music. Morgane, merci donc pour ces belles informations. Diaspo Culture est à présent terminé. Chers téléspectateurs, on se dit à tout à l'heure, parce que là, on va s'intéresser à un autre invité, sinon à une autre chronique. On va aller à l'ère du national. À tout de suite. Un jour, en parcourant la forêt, Mbani le piégeur découvrit un manguier sauvage, Mudjeku. Chargé de fruits, d'autres fruits tombés de l'arbre étaient répandus, ça et là. Chaque jour, des bandes d'animaux venaient les manger. Il entoura donc le manguier d'une palissade et tendit des pièges tout autour. Quand il eut fini, il s'en retourna au village. À peine était-il parti que les animaux accoururent en foule, depuis les plus gros jusqu'à l'antilope souris Seti. En apercevant les pièges, celle-ci dit: vous restez encore ici à manger des mangues, et après, moi je m'en défile, je rentre chez moi, car j'ai le pressentiment qu'il nous arrivera un malheur. Bienvenue dans votre nouvelle chronique 7e regard. Et oui, chers téléspectateurs, vous aurez désormais la possibilité d'avoir l'actualité culturelle nationale. Et bien sûr, cette chronique est patronnée par Ruth Mignolet. Ruth, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Et donc, avec vous, on va s'intéresser à toutes les activités nationales. Mais vous avez une grâce particulière, c'est qu'il y a un beau temps
pluvieux pour ce beau démarrage d'émission. Oui, un beau temps pluvieux pour ce démarrage d'émission. On va parler du conte pour cette émission. Donc, qui dit conte dit soirée, qui dit soirée. Parfois, c'est sous la pluie avec un conteur qui peut venir nous réchauffer pour, bien entendu, éliminer la fraîcheur de ces gouttes d'eau. Exact. Et lorsqu'on parle du conte, généralement, on pense bien sûr à cette grande organisation des conteurs au niveau du Gabon. Peut-être nous donner un peu plus d'informations sur les différentes activités du conte actuellement. Il faut dire que ce mois, c'est le mois du conte, donc journée internationale du conte ou les journées du conte. Et la Fédération des conteurs du Gabon, chapeautée par Michel Pécoin, qui n'est autre que le président, a eu à faire une grosse campagne autour du conte, mais avec les jeunes, ça veut dire les jeunes lycéens qui vont parler du conte ou bien qui vont compter. Il faut dire que le conte a plusieurs parties et la thématique de l'année, c'est le conte d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc entre les contes d'hier, comment les contes étaient appelés hier, on les appelait les épopées. Et aujourd'hui, beaucoup de conteurs se font dire des conteurs contemporains. Mais dans ces conteurs contemporains, il y a beaucoup d'appellations. Les néo-conteurs ou encore les conteurs néo. C'est selon, voilà. Oui, c'est selon soit ceux qui disent des contes, qui disent des mythes ou qui disent des légendes. C'est selon maintenant la catégorisation de chaque conteur. Et donc pour nous, vous avez eu la possibilité de rencontrer le président de cette fédération de conteurs. Oui, et avec lui, on a vraiment parlé du conte. Et donc on regarde ceci et on se retrouve juste derrière avec un autre invité, cette fois-ci pour parler de cinéma. À tout de suite. Les jeunes pour vous entretenir du conte pour cette journée internationale? Justement parce que la thématique retenue c'est les contes d'hier et d'aujourd'hui. Il était question effectivement de montrer comment le conte se faisait hier, donc dans la société traditionnelle, et comment aujourd'hui on le fait avec l'arrivée de la néo-oralité, avec bien entendu le néo-contage. Vous voyez, donc on compte aujourd'hui en français avec bien entendu un public plus ou moins varié, un auditoire varié, un auditoire multiculturel. Et donc le conte d'hier et d'aujourd'hui pour faire non seulement la comparaison entre le conte d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi pour voir comment on peut traiter les sujets d'hier avec les mots d'aujourd'hui et comment on peut traiter justement les mots d'aujourd'hui avec les méthodes d'hier. On parle souvent, bien entendu, de cette différence ou encore de cette bagarre qu'il y a entre les conteurs d'épopées, conteurs traditionnels ou conteurs contemporains. Alors, comment faire la différence? Où vous situez-vous déjà, vous, Michel Pécoin? Ah ben non, mais nous sommes des conteurs simplement. Des conteurs, bon, si vous voulez, on parle de néo-contage. Nous faisons dans le conte contemporain. On compte en français aujourd'hui, en utilisant effectivement, en tenant compte des problèmes d'aujourd'hui. Vous savez que dans le conte traditionnel, on a encore cette chance d'avoir des liseurs, par exemple, des épopées. Au Gabon, on a plusieurs épopées, on peut les citer comme ça au passage. On a l'épopée verte, l'épopée Moulombi, l'épopée Olende, l'épopée Mombwanga, etc. Donc, de toutes ces épopées-là, il y a des conteurs traditionnels qui détiennent encore effectivement, je veux dire, le savoir ou encore tout ce texte traditionnel. À côté de ces contes traditionnels, de ces épopées, on a donc aussi des mythes, des légendes, mais tout ça, ça fait partie effectivement de l'univers du conte. Nous, aujourd'hui, nous comptons en français parce qu'on a aujourd'hui un public un peu plus varié. C'est qu'on ne peut plus compter simplement pour notre communauté, notamment pour notre auditoire plus ou moins culturel. C'est-à-dire que si on est chez les Guissirs, on se retrouve avec une communauté Guissir, on compte seulement un Guissir. Vous voyez qu'aujourd'hui on est dans les grandes villes et où il y a tout le monde, il y a toutes les communautés culturelles et donc on compte en français. Mais le plus important, lorsque nous faisons dans la réorganisation des contes, alors nous faisons en sorte que effectivement les éléments culturels qui sont contenus dans ces contes traditionnels soient plus ou moins présents lorsque nous lisons ces contes.
Est-ce que le conte est encore important aujourd'hui dans cette tradition ou dans cette modernité traditionnelle, si on peut le dire? Oui, le conte a toujours sa place. Le conte garde toujours sa place. Le conte aura toujours sa place, vous voyez. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus facile. Parce que même dans les villages, on n'a plus nos compteurs. Tout le monde a la télévision au village. Tout le monde est câblé. On est sur des chaînes plus ou moins internationales. Mais alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avec le néo-comptage, c'est de faire revivre un peu tous ces contes traditionnels, tous ces textes traditionnels, mais surtout de s'attaquer aussi au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on a des thèmes comme les grossesses précoces chez les adolescentes. Vous avez dans les établissements des élèves de 6e, 5e, 4e en grossesse, des élèves qui n'ont même pas encore 14 ans, peut-être 13 ans par là, mais qui sont en grossesse. C'est un problème. Et lorsque nous connaissons effectivement les complications liées aux grossesses précoces et avec les échecs scolaires que nous connaissons, alors le conteur aussi, aujourd'hui, traite de cette thématique, n'est-ce pas? C'est en mettant justement des contes qui abordent des thématiques du genre, des contes sur, par exemple, les questions de violence. Vous voyez, dans les établissements aujourd'hui, les jeunes se livrent à la violence, aux drogues, etc. Et aujourd'hui, on ne traite plus que les problèmes d'hier. On s'attaque aux problèmes d'aujourd'hui à travers les différents contes que nous mettons, à travers les mots d'aujourd'hui dans les contes, à travers la manière de compter aujourd'hui, à travers les expressions même des jeunes aujourd'hui. Vous voyez, donc on arrive à attaquer justement les mots d'aujourd'hui avec à partir du conte. Et donc vous comprenez que le conte a toujours sa place. Les contes sont de belles histoires. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sont-elles rêves? Sont-elles réelles? Demandez à nos origines. Demandez au soleil couchant. Les contes sont de belles histoires. Le bateau des contes accoste la nuit. Deux petites marmites mijotent. L'une chantonne. Peut-être l'autre. Mala, 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 mala. Le bateau des contes accoste la nuit. Il y en a qui dorment. Il y en a qui somnolent. D'autres veillent. Les uns perçoivent un vague bruit qui le berce. Les autres attrapent au passage quelques mots qui prolongent leurs songes. Certains comprennent le langage du conte et veillent jusqu'au matin. La vie appartient à ceux qui veillent. Ceux qui se lèvent tôt, la trappe vole. Ceux qui dorment vivent aussi. Et le rêve devient une vie. Je demande pardon au feu de bois, au diboga, au vin de palme, à la cola, à la peau de tigre, au kinou, au raffia, aux plumes rouges de perroquet, aux poissons d'eau douce, aux moutons, aux cabris, aux feuilles de manioc, à la tendresse de bise matinale caressant les tresses vertes de la forêt vierge. Ils sont comme frères et sœurs, mais elle l'aime depuis toujours. Pourquoi tu te prends la tête pour une fille que tu connais à peine alors que je te vois bien avec ces gars? Mais arrête, Désiré. Mais elle n'a Dieu que pour lui. Pourtant, l'amour a un plan pour eux. Pour le très amoureux de ta fille, Célia, je t'assure qu'il veut vraiment concrétiser cette union. Quand tu parles de concrétiser, tu fais allusion au mariage? Bien sûr. Le mariage. Si loin, si près. Alors, nous parlons à présent cinéma et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Serge Abesselo avec son tout premier bébé, Si loin, si près. Et bien sûr, on rappelle qu'il a été primé au FESPACO. Serge, bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Gap Culture grand format. Déjà rappelé que vous rentrez fraîchement du Burkina Faso, un pays que vous connaissez plutôt bien. En effet, parce que je suis un tout petit peu habitué au FESPACO depuis 2001, avec Dolé qui a été ensuite avec les couilles de l'éléphant en ouverture du FESPACO. Ensuite, je suis revenu avec l'ombre de Liberty et puis plus tard le mec idéal. Et puis là pour 2 autres productions.
Alors pour la 26e édition, vous avez décidé de présenter votre tout premier bébé, si loin, si près. Et on va dire que vous revenez de là avec une petite médaille, sinon un énorme trophée, une véritable fierté pour le Gabon. Oui, on peut dire ça comme ça. Il faut dire qu'à l'occasion donc de ce 50e anniversaire du FESPACO, qui était en fait la 26e édition, j'ai été invité plutôt dans deux secteurs. J'étais acteur dans une série burkinabé qui s'appelle Femmes au foyer, réalisée par la comédienne Kadi Traoré. Moi, j'avais proposé mon film en long métrage. Il n'a pas été retenu en long métrage, mais j'ai été invité personnellement en tant qu'acteur, en tant que célébrité africaine. Alors en tant que célébrité africaine, parce que moi ça m'a fait vraiment un gros boom de savoir qu'on a reconnu le Gabon au travers de votre personne, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes reconnu à l'international, mais souvent au niveau du Gabon ça trime un tout petit peu? Je suis souvent un peu dur, mais c'est voulu. C'est voulu parce que déjà il faut qu'on explique pourquoi on est arrivé au Celebrities Day au Burkina. La plupart des films africains, on parle plus des auteurs, donc des réalisateurs. Je prends un exemple, lorsque vous parlez des couilles de l'éléphant, vous dites les couilles de l'éléphant d'Henri-Joseph Kumba Bididi. Exact. Lorsque vous parlez de Dolé, vous dites un film de Imonga Ivanga. Mais souvent, quand les gens y vont au cinéma, ils vont regarder la performance des comédiens. Quand vous regardez Titanic, vous dites je vais voir Leonardo DiCaprio, parfois on ne sait même pas qui réalise, qui est producteur, ainsi de suite, Hawaii Police d'État ou Le Saint avec Simon Templar, on ne connaissait pas les réalisateurs. Mais nous on est dans une dynamique où on n'a plus... Où on met le réalisateur en avant. Voilà. Ça a ses inconvénients. D'abord les acteurs, il n'y a pas une promo autour d'eux. Sous d'autres cieux, ça permet de dire que le film avec Serge Abessolo a fait tant d'entrées au cinéma. Le film avec Jennifer a fait tant d'entrées au cinéma. Ça donne aussi une idée de la cote de Jennifer, de dire que Jennifer au cinéma peut coûter tant parce que voilà derrière ce qu'elle rapporte. Malheureusement, ce n'est pas le cas et depuis donc la 24e édition, on a décidé de mettre en place cet événement dans le FESPACO, les Celebrities Day, qui était une façon d'honorer et de récompenser le travail des comédiens pour que les jeunes Africains s'identifient aussi aux célébrités africaines. D'accord. Alors, on va peut-être un tout petit peu récapituler. Alors, donc, au niveau des Celebrities Days, on sait que vous avez été primé, mais il y avait d'autres auteurs africains, d'autres acteurs également. Il y avait une cinquantaine d'acteurs africains qui sont actuellement primés. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné de ne pas être choisi, reconnu comme l'un des meilleurs? Non, je n'ai pas peur en fait. Vous savez, je dis toujours quand vous voulez faire quelque chose, faites-le ou sinon ne le faites pas. J'ai horreur de ceux qui disent bon, on va quand même essayer. Non, c'est où vous le faites bien, sinon ne le faites pas. Et donc oui, il y avait des acteurs. Après, comme on dit, chacun connaît ses limites, chacun connaît exactement où il peut s'arrêter. Il y avait plusieurs comédiens venus de partout, Isaka du Burkina, Saïmaté. Il y avait donc tout le monde était là, Nadège Bosson avec qui j'ai joué dans Les couilles de l'éléphant. À la base, on ne nous avait même pas dit qu'on allait recevoir des trophées. On a reçu une invitation pour le FESPACO et voilà, il y aura la soirée. Bon, c'est vrai que dans le carton, on n'avait pas tout le contenu. On ne savait pas que la première dame viendrait, que ce sera avec le ministre de la Culture et qu'il y aura des récompenses. Et puis on dit, bon, on va passer à la phase des récompenses. Et puis là, on appelle les uns après les autres. Pour le Gabon, on va appeler Monsieur Tel. Ah, bon, d'accord. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que moi, j'ai été déplacé. Je me souviens, je parlais avec une comédienne burkinabé, Mounan Ndiaye, lorsqu'on a le Gabon, Serge Abessolo. Elle me dit, mais c'est toi? Je dis, mais moi. Elle me dit, mais c'est toi qu'on appelle? Ben, je suis parti, ben voilà. D'accord. Alors vous êtes comédien, producteur aujourd'hui de films. Peut-être nous dire selon vous qu'est-ce qui manque exactement à l'industrie du cinéma gabonais? Pour ma part, en comparaison bien sûr avec les autres. Je peux me tromper. Déjà, il faut redynamiser à mon sens l'Institut gabonais de l'image et du son, l'IGIS. Il faut restructurer, recadrer les missions de cette structure. On a l'impression que ces dernières années, l'IGIS n'a presque pas fonctionné. J'ai souvenance que sous Charles Mensa, ça avait un autre fonctionnement. Sous Imonga, sous Henri-Joseph Kumba. Mais depuis quelques années, quelques mois, franchement, l'IGIS, j'ai envie de dire, ne sait pas exactement
ce qu'elle fait dans le monde du cinéma. C'est une chose, restructurer les GIS. Ensuite, il est important, à mon avis, de mettre en place un fonds pour l'aide à la production audiovisuelle. Un peu comme le fonds que l'on alloue à la presse gabonaise? Comme on fait avec la presse. Et ça m'amuse parce que c'est le même ministère qui choisit de donner un fonds aux journaux, aux télévisions, aux radios. Le même ministère peut trouver un fonds pour le cinéma. Et donc, en parlant de cela, j'ai de suite envie de demander, mais depuis que vous êtes rentré, est-ce qu'on vous a accompagné essentiellement, j'entends par là quelques autorités ou alors ça reste un secret de polichinelle? C'est un peu compliqué, les avis sont partagés. Vous avez ceux qui n'y croient pas du tout et vous avez quelques individualités qui croient au cinéma, qui croient en la culture, qui croient en l'art. Officiellement, j'ai pas été contacté d'une manière ou d'une autre par mon ministère de tutelle, que ce soit à la culture, à la communication. Mais cela dit, j'ai rencontré certains membres du gouvernement qui m'ont clairement demandé c'était quoi le trophée que tu as eu, dans quel cadre, pour comprendre. Ça veut dire qu'il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de comprendre. Oui. Et c'est déjà important. C'est déjà un beau début. C'est un bon début. Mais il faut vous dire que quand vous faites, c'est pas tant pour eux, c'est pas tant pour que le ministère vous reconnaisse, c'est pas tant. Non, je dis aux gens, j'essaie de faire ce que je sais faire et je le fais. Après, si on vous accompagne, c'est tant mieux. Si on ne vous accompagne pas, c'est tant mieux. Voilà. Alors, on va peut-être s'intéresser et revenir à nouveau à Si loin, si près, et peut-être nous dire à quand une tournée internationale pour vendre ce beau film à l'international. Si loin, si près a commencé à sortir du Gabon. J'ai souvenance que le film a été diffusé d'abord ici, c'était le 5 janvier, à l'Institut français du Gabon. Ensuite, il est allé à Port-Gentil, toujours au Gabon. Ensuite, le film est arrivé à Ouaga. Il a été présenté à l'occasion d'un déjeuner de presse, à la presse et aux critiques, parce que lorsque vous faites un film, c'est pas tant pour vous. Donc je l'ai présenté à la presse au Burkina, la presse présente pour le 50e anniversaire du FESPACO, pour discuter de ce qu'on pense, de la qualité du produit. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être en contact avec des diffuseurs, parce que lorsque vous avez, et c'est ce qui nous manque, je n'avais pas terminé tout à l'heure dans ce qui manque au Gabon, lorsque vous avez fait un film, au-delà des fonds, il y a aussi la formation. Aujourd'hui, tout le monde veut faire le cinéma, mais c'est des métiers, c'est pas des grooves. Pour faire la caméra, il faut faire des études. Pour faire la lumière, on fait des études. Pour faire le son, il faut faire des études. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les différents festivals, ces secteurs de métiers sont primés. On prime la meilleure affiche, ça veut dire on revalorise le talent de l'infographe qui a conçu cette affiche. On revalorise celui qui a créé le décor dans lequel le film a été tourné. Donc c'est important parce qu'au cinéma, vous avez presque tous les pans de l'administration. Vous avez des régisseurs, vous avez des financiers, ainsi de suite. Donc il est important qu'on se forme. Alors Serge, merci déjà d'avoir à nouveau accepté cette invitation et Gab Culture se joint par ma voix et surtout toute l'équipe pour vous féliciter pour ce beau trophée que vous avez ramené au Gabon et peut-être un mot de fin pour ceux et celles qui vous découvrent pour la première fois. Mon mot de fin, c'est déjà vous remercier une fois de plus, mais remercier ceux qui nous regardent par la magie de la télévision et dire que l'année a bien commencé avec le film. Là, le film voyage très bien. Il sera encore en province ici dans quelques semaines. Ensuite, il sera au Congo-Brazza à partir du 11 au 18 mai. Ensuite, il sera à Bujumbura pour le Festicab. Donc, le film se poursuit dans sa phase de promotion. Et le FESPACO a été pour nous l'occasion de renouer des contacts et des partenariats. Ça va être une coproduction avec une réalisatrice camerounaise, Françoise Elon, une coproduction avec un autre cinéaste au Gabon. Donc c'est des projets les projets, il y en a. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Si vous n'avez jamais regardé Si loin, si près, on vous l'a dit, très prochainement, ce sera au niveau du Cameroun. Oui, déjà à Libreville, on se donne rendez-vous le 4 mai à l'Institut français. Le 4 mai. Et ensuite le 25 mai à Port-Gentil. Donc on se donne rendez-vous le 4 mai, mais également le 26 mai. Et n'oubliez pas bien sûr que pour avoir toutes les informations sur Serge Avessolo, vous pouvez toujours regarder Gab Culture. On
termine avec le cinéma et cette fois-ci, on parle à d'autres choses. On veut s'intéresser au Sisiba. C'est dans un tout petit moment. On a beaucoup entendu parler du Sisiba, surtout de civilisation bantou. Qu'est-ce que c'est exactement? Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de Gap Culture un éminent professeur, c'est bien sûr le professeur Tchegwa. Avec lui, on va parler de la jeunesse du Sisiba, mais bien sûr son avenir au niveau de l'Afrique. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors on rappelle bien sûr que vous êtes professeur d'université, que ce soit au niveau du Gabon, d'Amérique, mais également au niveau du Congo. À côté de cela, vous êtes également écrivain et bien sûr, vous vous êtes intéressé à la musicologie. On va parler également de l'écriture créole, mais surtout antillaise. Et pour finir, professeur, vous êtes au Gabon et vous êtes à la tête donc de ce Sisiba. Peut-être revenir sur la jeunesse du Sisiba, sachant qu'il y a peu de personnes à l'heure actuelle qui savent ce que c'est exactement. Écoutez, le Sisiba, je crois que les Gabonais savent ce que c'est parce que le Sisiba est l'enfant du Gabon. D'abord. On va dire la nouvelle génération. Alors, la nouvelle génération, oui, c'est vrai que vous avez raison. Le Sisiba est créé un certain 8 janvier 1983 à l'initiative de son Excellence El Hadj Omar Bongo Ndimba, d'auguste mémoire, qui a eu cette brillante idée, visionnaire en son temps, et de rassembler toutes les communautés mélanodermes d'ascendance bantou. Donc le Sisiba est une plateforme qui réunit toutes les communautés bantoues d'Afrique et hors continent africain. 8 janvier 1983, aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la 36e année d'existence de cette institution prestigieuse créée au Gabon autour de 23 chefs d'État. Alors, de quel pays exactement? C'est peut-être la question qu'on pourrait poser, mais je vous dis tout de suite que c'est tous les pays, quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous prenez tous les pays qui vont depuis la partie sud du Nigeria, qu'on appelle la région de la Benue, jusqu'à Cape Town, à l'est et à l'ouest, donc côté océan Atlantique et océan Indien. Alors toute cette partie, c'est des pays d'ascendance bantou. Et comment on en est arrivé? Par l'effet des migrations, bien entendu, peut-être qu'on va en parler plus tard. Donc au départ 23 pays, mais chemin faisant, 11 ont officiellement ratifié les textes fondateurs de l'institution, ce qui a permis de faire fonctionner l'institution. Et ce sont les 11 qui portent aujourd'hui la destinée de cette institution. Mais cela ne veut pas dire que les autres, les 22 autres sont exclus. Non, ils sont membres fondateurs. Mais comme vous le savez, on est buté à la lenteur des processus de ratification dans nos États, puisque chaque État ratifie selon son rythme. Et vous savez qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. L'Union africaine elle-même qui a ratifié en ce moment la charte de la Renaissance africaine est encore en train de peiner pour réunir la majorité qui peut permettre sa mise en route. Donc on en est là, mais nous, Dieu merci, on fonctionne depuis 1983. Alors donc, 11 pays qui sont là, et c'est le Gabon qui est la terre d'accueil, qui est le pays du siège du Centre international de civilisation bantou. Alors professeur, nous sommes en 2019 aujourd'hui et vous avez parlé des pères fondateurs tout à l'heure.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cet organe transnational a fini par atteindre son but, sachant que le porteur du projet n'est plus de ce monde? Oui, bien sûr, il y a eu un porteur du projet, mais il n'a pas porté ce projet pour lui tout seul. Exact. Il l'a conçu en faveur de toute la communauté bantoue de par le monde. Ne serait-ce qu'à ce titre, on peut affirmer sans risque d'être contredit que l'objectif a été largement atteint. Alors, mais cela me permet peut-être de revenir un petit peu en arrière pour vous dire d'abord le Sisiba, c'est quoi? C'est une plateforme, un lieu de rencontre de tous les pays qui se revendiquent de civilisation bantoue, c'est-à-dire c'est à la fois les cultures, les us et l'identité bantoue à travers un élément fédérateur qui est la langue. Quand nous disons Sisiba, le soubassement de notre quête d'affirmation de notre identité, c'est d'abord la langue, c'est des pays de langue bantoue. Mais quelle est cette langue? Cette langue n'existe peut-être pas en l'état, pour la simple raison qu'il y a 4000 ans, nos ancêtres sont partis de la Benue, ils ont traversé la frontière du Nigeria, le sud du Nigeria, pour aller de l'autre côté, juste à côté, c'est la frontière avec le Cameroun, dans la région de Bamenda aujourd'hui, que nous on considère comme étant, si vous voulez, le grand nœud d'essaimage du peuple bantou. On a une source première qui est la source matricielle, qui est la Benue, de l'autre côté du Nigeria. Mais c'est un petit groupe des locuteurs, les proto-locuteurs, comme je peux l'indiquer, les proto-locuteurs d'une langue que les linguistes pensent être une langue bantoue. Mais on ne peut pas vous dire exactement laquelle. Mais simplement, les linguistes, heureusement qu'ils existent et qu'ils ont par devers eux les vertus d'une science qui a beaucoup travaillé là-dessus, ont réussi sur la base des études de syntaxe, de morphologie, de phonologie, etc. Ils sont arrivés quand même, par voie de comparatisme, à prouver que cette langue, est partie d'une langue mère, mais qui, sur le long terme, a suivi également les mêmes voies de migration par essaimage, très lent, et qui a laissé sur les sillons des migrateurs quelques tessons, quelques vestiges. Et c'est ça qui a permis, jusqu'à Cape Town bien entendu, à l'est, à l'ouest, c'est ça qui a permis de retracer à la fois les voyages de nos ancêtres il y a 4-5 000 ans de cela, et qui a permis aussi d'affirmer l'identité linguistique. En disant qu'ils sont partis d'une même langue. La preuve c'est que voilà, tel mot par exemple, qu'on a entendu il y a 4000 ans, mais aujourd'hui on le retrouve en Afrique du Sud. Est-ce que c'est tombé par hasard? À l'époque il n'y a pas d'avion. Pour couvrir autant de distance, il n'y avait pas de bateau. Les gens voyageaient, ils se déplaçaient par petits groupes à pied. Donc ça veut dire qu'on a eu des ancêtres communs qui ont dû voyager par diffraction communautaire ou sisiparités jusqu'à atteindre les régions occidentales, orientales, australes, etc. grâce à la langue. Donc en parlant de cette même langue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que la nouvelle génération, elle est beaucoup plus locuteur français, on parle beaucoup plus le français. Est-ce que ça ne c'est pas un gros bémol au niveau des linguistes et déjà au niveau du Gabon? Il n'y a aucun bémol parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas que le français est une langue d'importation qui nous est parvenue assez tardivement, évidemment par le biais de la colonisation, décolonisation, parce qu'on a des colonisations françaises, espagnoles, belges, franco-belges, etc., et voire allemandes, qui ont atteint quelques couches de la population, particulièrement la population scolarisée, qui ne représente pas grand-chose aujourd'hui. De toute façon, on est encore à 80% de population. Oui, c'est vrai, c'est pas rien, mais en même temps, il faut se dire que l'homme est dynamique, les civilisations sont dynamiques. Il y a quelques siècles, on avait une grande civilisation qu'on appelait la civilisation romaine, qui a pris tout le bassin de la Méditerranée, y compris une partie du Moyen-Orient, etc. Mais elle a fini par tomber. On a eu une civilisation gréco-romaine,
qui elle aussi s'est effritée, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on est dans une dynamique sociale qui fait que les choses ne restent pas en l'état. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui nous sommes à une étape où nos pays sont en train de négocier peut-être un nouveau virage qui fait qu'au-delà de langues, il n'y a pas que les langues, il y a aussi tout un discours numérique qui arrive, qui va peut-être nous apporter une autre langue. Prenez nos enfants qui jouent avec les smartphones, etc. Vous avez vu que maintenant ils communiquent au moyen d'une langue ou un langage assez nouveau qui risque, si on y prend garde, de supplanter nos... Oui, de s'imposer, etc. Donc, nous, ce qu'il nous reste à faire, et c'est ce que d'ailleurs, c'est l'effort qu'essaie de fournir chaque peuple, c'est de s'accrocher à ses traditions, faire en sorte qu'elles ne se perdent pas. Et à l'intérieur de ces traditions, il y a un ciment, c'est la langue. Parce que c'est la langue qui porte nos cultures, c'est la langue qui porte l'identité de l'homme. C'est la langue qui permet de s'affirmer et c'est la langue qui permet de se présenter à l'autre et communiquer avec l'autre. Donc sans langue et l'élément langue, il n'y a pas de civilisation. Exact. Alors professeur, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé déjà de langue, mais dites-nous aujourd'hui, quels sont les États qui arrivent encore à promouvoir la politique du Sisiba à l'intérieur de leur nation? Je vous ai dit tout à l'heure que le Sisiba a été créé le 8 janvier 1983 par 23 États. Oui. Alors nous avons 23 États qui sont là, qui sont des pays bantous, mais chaque pays vit de façon autonome, sur la base de sa constitution, mais à partir de certains instruments supranationaux, à l'instar de la convention portant création de Sisiba, ces pays arrivent à transférer une partie de leurs aspirations à cette organisation qu'ils ont mis ensemble qui s'appelle le Sisiba, autour des objectifs très clairs. Donc le Sisiba, une plateforme qui est un foyer de recherche, donc centre de recherche international sur les civilisations bantoues. C'est en même temps aussi une banque de données. C'est la première et la plus grande banque de données sur tout ce qui concerne les cultures bantoues d'ici et d'ailleurs. Le Sisiba, c'est aussi un espace où est organisée toutes sortes de formations, que ce soit la formation continue, formation artistique, formation de type universitaire, etc., autour des bantous. On a pu le voir actuellement au niveau du Gabon avec la chaire. Le Gabon est un exemple très concret, et d'ailleurs qui vient d'honorer les bantous parce que l'UOB, l'Université Omar Bongo, abrite une chaire qui s'appelle la chaire UNESCO, Bantouphonie, langue en danger, biodiversité, etc., qui est sur les 700 chaires UNESCO qui existent à travers le monde, qui est l'unique chaire qui aborde cette thématique-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, à mettre à l'actif du Gabon, mais c'est une chaire sous-régionale. C'est-à-dire qu'au-delà de l'UOB, on a aussi d'autres universités de la sous-région comme Mariangouabi à Brazzaville, Yaoundé 1 au Cameroun. On a même l'université de Lyon 2 en France qui est membre de cette chaire, etc. Donc il y a un certain nombre d'universités qui sont là et c'est présidé par un fils de ce pays, du Gabon, le professeur Patrick Mougiama Daouda, qui est le coordonnateur international de cette chaire. Alors ça, c'est quelque chose de concret. Donc, nous nous occupons également de la formation, mais aussi de la coopération et de la diplomatie. Et c'est peut-être les lieux d'interpeller les pays membres pour dire que ce dernier aspect, coopération et diplomatie, n'a peut-être pas eu la chance d'être suffisamment d'être mise en exergue, mais elle existe, hein, elle est par les textes fondateurs. Alors, nous souhaiterions que lors de prochaines assises, que les États bantous puissent désormais mettre un accent particulier sur cet aspect et faire du Sisiba aussi l'instrument par excellence de la diplomatie et de la coopération bantou. Lorsque vous le dites, ça me fait penser un tout petit peu, je me dis, ça voudrait dire que lorsqu'il y a des problèmes entre certains États ou dans un État bien particulier, lorsqu'on parle de conflits post-électoraux et tout cela, ça voudrait dire qu'on peut faire recours au Sisiba. Mais justement, à travers ce levier-là dont je parle, donc la diplomatie bantou et la coopération bantou,
Vous savez que dans l'histoire de nos parents, l'histoire ancienne, il a toujours existé quelque part des mécanismes de prévention et de gestion de conflits. Puisque partout où vivent les hommes, il ne manque jamais de conflits. Et ces conflits sont de plusieurs natures. Ça peut être des conflits autour de questions de succession, des successions à l'intérieur de familles, des successions au trône. Ça peut être des conflits de voisinage, entre familles, entre villages, entre royaumes, etc. Alors tout ce type de questions étaient gérées par la sagesse bantoue. C'est la sagesse bantoue qui a permis, d'ailleurs, moi qui suis ici au Gabon depuis un moment, je regarde un peu votre télévision, je ne sais pas si c'est la vôtre, je vois une émission qui s'appelle Grand Banja, je pense. Oui. Alors ça veut dire quoi? C'est l'arbre à palabres. C'est ça que ça veut dire, c'est le lieu où on se rencontre à la fois pour s'enrichir mutuellement, développer une certaine, consolider la commensalité ou la convivialité, mais c'est en même temps, c'est le lieu où, en cas de problème, on arrive à aplanir certains différends, et ça l'a toujours été en recourant à la sagesse bantoue. Et dans tous nos pays, il existe, ce système existe. Ça existe, et donc le Sisiba voudrait qu'on se serve justement de ce levier-là pour que désormais, quand il y a un problème qui se pose dans notre espace, au sein de nos communautés bantoues, qu'on puisse aussi mettre à contribution de Sisiba la sagesse de ses pères fondateurs. Parce que notre espace ne manque pas de grands diplomates. On a des diplomates, ouais, il y en a beaucoup dans tous nos pays. Des médiateurs ne manquent pas. Hein, déjà, au niveau des États, la fonction de médiateur, elle est un peu... Elle existe depuis longtemps. Donc on peut mettre à contribution toute cette sagesse à partir du Sisiba pour chercher à régler nos conflits. Au lieu d'aller d'abord solliciter les Nations Unies qui sont très loin. D'ailleurs, vous le voyez dans certains conflits actuels aujourd'hui. Donc on passe par un système d'échelonnage. On commence par la sous-région et après on monte au niveau panafricain, c'est l'Union africaine, après il faut aller aux Nations Unies, etc. et tout ça. Mais il y a des choses que nous pouvons, nous, sans forcément avoir à aller à tous ces échelons, qu'on peut régler déjà à notre niveau. D'accord, professeur, on revient vers vous dans un tout petit moment, histoire de pouvoir parler d'un événement culturel et donc la suite de avec Culture Events. Le 29 juin 2019 se tiendra à Libreville pour sa première édition une journée dédiée à la mode gabonaise, suivie d'une sensibilisation sur la beauté de la peau. Un grand défilé de mode sur le thème « Identité, je suis » en collaboration avec l'association Alba clôturera cette première édition. Ensemble, célébrons la richesse de nos cultures. Madame, on travaille. Si tu ne souris pas, tu ne tapes pas une expression, tu sors. Alors de retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie du professeur Tcheboa et avec lui nous parlons du Sisiba. C'est vrai professeur, on ne peut pas parler du Sisiba sans pour autant omettre la grande cité du Sisiba qui a été créée, sinon initiée par l'un des pères fondateurs, donc Feu Omar Bongo Ondimba, donc le père bien sûr. Et par la suite, aujourd'hui, on constate qu'il y aurait, comme qu'il dirait, des squatteurs. Bref, je ne vous en dis pas plus. Probablement, vous en savez déjà mieux que nous. Écoutez, bon, nous en parlons de loin parce que la cité dont vous parlez existe encore à l'état de projet. Et d'ailleurs, quand on la regarde de plus près, on voit bien toute la grande ambition qui était celle de notre père fondateur, qui avait vu grand, qui voulait doter le monde bantou de... Ouais, c'était immense et ça aurait été notre cité de Gizeh à nous avec des pyramides, etc. Mais hélas, le projet n'est pas arrivé jusqu'à son terme. On constate, comme tout le monde, qu'il y a des squatteurs qui sont là, à peu près 300 familles. Ça pose déjà un problème social, mais de manière officielle, nous attendons encore la mise à disposition de cet ouvrage qui fait encore partie jusqu'à présent du patrimoine gabonais
Peut-être que plus tard, on ne sait pas quand, dès que les choses se seraient arrangées, on pourrait enfin avoir l'espace dont on a besoin et dont on rêve pour donner toute la dimension qu'il faut à notre centre. D'accord. Alors peut-être un mot de fin, professeur, sur bien sûr les activités à venir. On sait qu'il y a un an de cela, on avait les afro-descendants au niveau du Gabon. Pour 2019, qu'est-ce que le Sisiba nous réserve? Écoutez, beaucoup de choses. D'abord, au niveau des afro-descendants, la deuxième édition est en préparation en ce moment. Et l'année dernière, enfin l'année d'avant, la première édition qui a eu lieu ici à Libreville a eu un très grand succès grâce à la collaboration et l'expertise du ministère de la Culture du Gabon. Alors la deuxième édition se prépare et on voudrait faire un focus cette fois-ci sur le Brésil. Mais je signale en même temps que le Sisiba vient d'ouvrir un bureau de représentation au Brésil qui désormais va couvrir les activités du Sisiba concernant toute l'Amérique latine et les Antilles. Et après, ça sera la Guadeloupe. Et après, on passera aux États-Unis. Alors, nous allons sortir également un certain nombre de publications scientifiques, parce que nous sommes un centre de recherche, dont certains sont déjà prêts. Il y a un livre qui s'appelle « Les Afriques Bantoues », 680 pages, produit par le Sisiba, qui répond presque à toutes les questions qui ont fait l'objet de cette émission ici. Et nous allons sortir aussi le premier numéro de la relance du magazine Muntu, le magazine scientifique et culturel du Sisiba, qui avait connu une rupture pendant quelques années et qui reprend bientôt autour de la cosmologie artistique afro-bantou. Et bien entendu, l'élection Miss Bantou. L'élection Miss Bantou qu'on attend avec grand froid. Voilà. Qui va reprendre, et c'est une manière en même temps de magnifier la beauté de la femme bantou. 20 ans plus tard. Oui, puisque les beautés bantou, on en connaît, et on voudrait cette fois-ci leur donner la chance de se faire connaître à travers le monde. Et il y a bien d'autres activités. Au niveau de la formation, nous avons déjà commencé à travailler avec la chaire UNESCO Bantouphonie et nous allons continuer. Cette fois-ci, nous travaillons en collaboration avec le professeur Patrick Mugama Daouda pour offrir des formations également à des enseignants de civilisations bantoues qui viendraient des Amériques et qui viendraient suivre leur formation ici au Gabon. D'accord. Merci beaucoup, professeur, déjà d'avoir accepté notre invitation. Gab Culture est à présent terminée. On se donne rendez-vous pour un autre numéro Gab Culture grand format. N'oubliez pas d'aller visiter notre chaîne YouTube Gab Culture deuxième saison, mais surtout de nous laisser vos commentaires, mais également vos suggestions. Sur ce, bonsoir.